Ligne droite, vue de haut, Liselotte Dutreuil. Bonjour Liselotte Dutreuil. Bonjour Maude, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toute l'équipe. Nous allons continuer de parler de Philippine et au milieu de notre tristesse et de notre colère, nos pensées vont bien évidemment à sa famille, cette famille qui rejoint la liste déjà trop longue de celles que l'on veut faire taire, celle à qui l'on essaye d'enlever le droit de crier leur colère, leur indignation et leur douleur pour préserver une pseudo-bien-pensance qui s'accoutume bien mieux des « vous n'aurez pas ma haine ». Alors pour cette vue de haut, je reçois Hermine, cofondatrice de French Lives Matter. Bonjour Hermine. Bonjour. Et je reçois également Evelyne Reber, la mère de Julien Vinzon, mort dans l'attentat islamiste de Romans-sur-Isère et qui était candidate sur la liste de Marion Maréchal aux dernières européennes. Alors avant de commencer, Hermine, vous souhaitiez introduire cet entretien avec quelques mots. Oui, une fois n'est pas coutume, à chaque fois que je viens, malheureusement, je liste les affaires un petit peu similaires à celle qui vient malheureusement se dérouler. Et donc, je vais le faire à nouveau, puisque le meurtre de Philippine n'est pas un fait divers et c'est quelque chose qui s'inscrit dans une tendance générale. Aujourd'hui, nous sommes le 26 septembre 2024. Il y a 4 ans, tout pile, aujourd'hui, le 26 septembre 2020, disparaissait Victorine. Certains s'en souviendront peut-être. Comme Philippine, l'étudiante de 18 ans avait disparu un jour comme les autres. Et comme Philippine, Victorine n'a jamais été retrouvée vivante. Elle avait été tuée par Ludovic Bertin et son corps avait été retrouvé dans un ruisseau, le pantalon baissé. C'était il y a 4 ans aujourd'hui. Mardi dernier, Philippine a été portée disparue en sortant de cours. Ses parents ne l'ont jamais vue rentrer. Comme ceux de Lola, qui est rentrée du collège un vendredi d'octobre en 2022 et qui avait été séquestrée, torturée, violée et tuée par Dabia Benkired, une ressortissante marocaine sous OQTF, qui, comme le tueur de Philippine, était arrivé grâce à un visa étudiant et qui n'était jamais reparti. Philippine a été tuée par un homme qui avait déjà violé une autre inconnue quelque temps avant, comme Sophie Graveau, une jeune vendeuse de 23 ans, enlevée sur un parking de Nantes en 2007, puis tuée par Ramiz Isseni, qui était soupçonné du viol d'une adolescente quelque temps plus tôt, lui aussi. Philippine a été abandonnée dans un parc, comme Olivier Queneau, un père de famille et cuisinier de 47 ans, qui avait été sauvagement massacré dans un parc de Rouen par une bande de jeunes qui terrorisait le centre-ville et qui avait abandonné sa dépouille dans les jardins de la ville. C'était en 2019. Le tueur de Philippine, présumé, s'appelle Taha, comme celui de Eva Bourreau, une jeune étudiante de 23 ans qui avait été tuée au pied de biche par donc Taha Emrani et Zakaria Banouni à Toulouse en 2015. Les 2 étudiants étaient retournés arroser le corps de la jeune Eva pendant plus d'1 semaine, quotidiennement, d'acide pour le faire disparaître. Philippine a été tuée par un Marocain, a priori, comme Jérémy Labrousse, un étudiant vosgien de 22 ans qui avait été égorgé au tesson de bouteille pour sa montre par Samir Dardouri, un ressortissant marocain également, et un délinquant multirécidiviste qui était connu partout en Europe sous 140 identités différentes. C'était en août 2013 à Marseille. Philippine a été tuée par un OQTF, comme le père Olivier Maire, assassiné en 2021 par Emmanuel Abalisanga, un Rwandais sous 4 obligations de quitter le territoire français, qui l'hébergeait et qui avait précédemment incendié la cathédrale de Nantes. Philippine a été tuée par un homme qui avait déjà été condamné pour viol et qui avait écopé d'une peine bien trop légère, mais qui n'avait pas été expulsé dans son pays du Maghreb, comme Sophie Berkmans, qui avait été violée et quasiment décapitée dans son cabinet médical à Valenciennes par Mohamed Medjahed, un ressortissant algérien qui avait déjà violé une femme auparavant, qu'il avait poignardée et laissée pour morte, et qui n'avait, pour ce premier fait d'armes, écopé que de 8 ans de prison, et qui était sorti et qui avait ensuite tué Sophie Berkmans. Enfin, Philippine a été tuée par un homme qui a été relâché par un juge peu avant le meurtre, comme le père Hamel, qui avait été tué par 2 terroristes musulmans, dont un avait été relâché sous bracelet électronique parce que le juge estimait qu'il avait pris conscience de ses erreurs. Bref,
Philippine a été tuée ce week-end à Paris, de la même manière que des centaines d'innocents avant elle. Elle n'est pas un fait divers. Elle est un nom parmi des centaines de francocides perpétuellement similaires contre qui personne ne semble jamais lutter. Et depuis ce jour, il y a 4 ans, le 26 septembre 2020, le meurtre et la disparition de Victorine, peut-on nous dire exactement ce qui a changé ? Merci Hermine pour cette bonne introduction au sujet qui fait froid dans le dos, effectivement. Vous l'avez dit, tout ceci n'est pas un fait divers. Philippine n'est pas un fait divers. Et Evelyne Reber, c'est aussi pour ça que vous souhaitez prendre la parole aujourd'hui et même tous les autres jours et à travers le combat politique que vous avez choisi de mener. C'est pour faire en sorte que le meurtre de votre fils ne devienne pas un fait divers et quelque chose que l'on finit par oublier, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, mais le meurtre de mon fils n'est pas du tout un fait divers, c'est un meurtre. Il faudrait en prendre conscience, je ne sais pas. Il faudrait également fermer les frontières, parce qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et surtout des gens comme ça qui viennent pour tuer, pour violer. Il faudrait que les remises de peine soient un petit peu moins rapides, et plus réfléchi, je ne sais pas. Le juge des libertés, je ne sais pas s'il dort bien, mais pour cette pauvre petite Philippine, mais moi je ne dors pas. Voilà, je ne dors pas comme toutes les familles de victimes. Alors, donc fermer les frontières et puis exécuter les OQTF, parce que là je sais que c'est pas évident, hein, puisqu'il devait partir au Maroc et puis il s'est échappé, il a été relâché, c'est dramatique quoi, cette petite, c'est dramatique. Et puis c'est tous les jours quoi, je veux dire c'est tous les jours qu'il y a des gens qui sont massacrés, qui sont agressés. Vous avez l'impression aujourd'hui de ne pas être entendue, Evelyne, par une majorité justement de la classe politique ? Non, pas du tout. Non. La justice et la classe politique, il faudrait revoir tout ça parce que non, ils n'en ont pas conscience puisque Dupond-Moretti disait que l'insécurité, c'est un sentiment seulement. Mais les Français sont en danger tous les jours. Je veux dire, n'importe qui peut se faire agresser n'importe quand et n'importe où. Comme ce petit Thomas Crépol qui a été vachement assassiné également. C'est pareil. C'est près de chez moi, donc ça m'a énormément touchée. De l'âge de mon petit-fils, le petit Thomas. Donc, c'est tous les jours qu'il y a des meurtres, des viols. Donc, il faudrait aussi que les OQTF soient exécutés et puis fermer les frontières. Parce qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde non plus, c'est pas possible. Vous dites que la classe politique n'a pas conscience de ce qu'il se passe. Est-ce que vous pensez que c'est un manque de conscience ou bien est-ce que c'est une posture idéologique ? C'est une posture idéologique, oui. Donc, tout à fait. Finalement, ils ont conscience de ce qu'il se passe, mais selon vous, ils n'agissent pas en conséquence. C'est plutôt ça ? Non, ils n'agissent pas. Non. Et puis, les lois devraient changer parce que les lois existent depuis tant d'années et la qualité de vie des Français a changé malheureusement aussi, donc il faudrait revoir les lois parce que c'est pas normal qu'on ait les mêmes lois. On n'avait pas autant de meurtres ça fait quand même 20 ans que ça a commencé quoi. Depuis il y a eu le Bataclan, il y a eu Charlie, il y a eu Nice, il y a eu et puis tous les jours je crois qu'il y a plus de 280 personnes qui ont été tuées. Et le gouvernement, non, ne fait rien. La justice et les politiciens ne font rien, non. Alors vous avez des gens comme Éric Zemmour qui disent la vérité et qui essaient de faire quelque chose. Ce sont les seuls. Peut-être que le RN va s'y mettre parce que c'est important quand même. Mais sinon, les politiques, non, ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. J'ai écouté hier une émission, je regardais CNews, et qui disait que même les quartiers UP maintenant étaient
était touché, mais évidemment, mais tout le monde est touché. Ouais. Hermine, N'importe quel petit village, n'importe quel, on n'est plus tranquille, on est en danger. Les Français sont en danger. Et ce sont des francocides à chaque fois. Alors ça, c'est un mot qu'il faut faire émerger, justement, le mot de francocide. Et Hermine, justement, c'est un des sujets que vous portez avec l'association que vous avez co-créée, justement, avec ce fameux slogan French Lives Matter qui répondait à celui plus ancien de Black Lives Matter. Aujourd'hui, les Français, les Blancs sont en danger. Évidemment, oui. Voilà. Il y a un racisme anti-blanc et personne n'en parle. Il faut surtout pas en parler, mais malheureusement, il est là, il existe et on en est victime, quoi. Hermine, vous recensez justement tous ces cas de racisme anti-blanc. Est-ce que justement, depuis le lancement de votre association, vous avez vu une évolution ou pas? Et est-ce que, si ce n'est pas le cas, vous l'espérez pour les années à venir? Est-ce que vous êtes lasse voilà, où en êtes-vous? Alors, French Lives Matter est une... Ça n'a pas du tout évolué, non, pas du tout. Il n'y a pas eu d'amélioration, il n'y a pas eu de... Non, absolument pas. Non, je ne vois aucun changement, c'est tout non. Les attaques sont faites tous les jours. Non, il n'y a aucune amélioration. Le gouvernement ne veut pas que la police fasse du bruit parce qu'après il y aura des émeutes. Il faut étouffer tout ce qui se passe, il faut l'étouffer, il faut surtout pas en parler. Et donc il faut effectivement, ce sont des francocides, ce sont des... Alors, Evelyne, nous sommes en direct également avec Hermine, donc la cofondatrice de French Lives Matter, et donc voilà, je vais l'interroger sur le même sujet. Normalement, vous devriez l'entendre aussi, puis comme ça, on va pouvoir continuer cette discussion à trois. D'accord. Oui, tout à fait. French Lives Matter est une association qui a pour but de répertorier, d'archiver et de commémorer les francocides. Il faut savoir que dans nos archives, Evelyne le disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui arrive quasiment tous les jours. Dans nos archives, on a plus d'1 millier de noms en réalité, plus d'1 millier d'affaires de personnes de Français qui sont tués par des immigrés, des descendants d'immigrés, voilà, suivant toujours le même schéma. Donc, ça va être l'agression gratuite, attentat, l'attaque au couteau, comme ça a été le cas pour Julien Vincent, le fils d'Evelyne. Ça va être l'agression sexuelle, le violeur, comme c'est le cas pour Philippine. Enfin, on ne sait pas encore si Philippine a été agressée sexuellement ou violée par Ta O, qui est son agresseur, mais en tout cas, on sait que c'était un violeur déjà. Donc nous recensons toutes ces affaires pour qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. J'avais d'ailleurs été en contact avec Evelyne, je suis en contact avec Evelyne depuis plusieurs années à ce sujet parce que nous commémorons régulièrement l'anniversaire de la mort de Julien et voilà. Mais en fait, que peut-on dire? Je veux dire, quand on écoute Evelyne, on est très ému parce que en fait, il faut bien imaginer que derrière tous les noms que j'ai cités là, il y a c'est des gens qui ont des familles, qui ont des proches, tous qui ont des vies. Et en fait, on peut se demander, je trouve, jusque quand ça va durer et comment est-il possible que des jeunes filles de 19 ans, comme cette jeune Philippine, se promènent dans des rues où sont en liberté des êtres nocifs, mauvais, qui sont des violeurs avérés, qui ont été condamnés, qui n'écopent que de 7 ans de prison, qui sortent au bout de 4, qui sont remis dans les rues, qui sont logés à nos frais. Comment est-il possible que nos enfants, nos sœurs, nos frères, nos grands-parents côtoient ces gens dans les supermarchés quand ils ferment leurs volets, comme ça a été le cas pour le fils de Madame Rébert? Comment est-il possible, en fait, que l'on vive avec ces gens? Moi, je pose la question parce que on nous bassine toute la journée avec les droits des femmes, voilà, le féminisme, le droit de pas être importuné au travail par son patron, par voilà.
le droit d'être représenté dans les films, avoir le bon nombre de répliques dans les films, etc. Comment est-il possible qu'on nous bassine nuit et jour avec des choses aussi stupides, alors que dans les rues, des jeunes filles comme Philippine peuvent croiser la route de violeurs en puissance comme ce tas? Comment est-il possible, en fait, que ces choses-là arrivent? Qui sont les juges qui remettent en liberté des monstres comme ça? Moi, je pense qu'il faut qu'on s'interroge collectivement, et à un moment, il va falloir qu'il y ait une responsabilité qui soit portée, et c'est nous ce qu'on essaie de faire chez French Lives Matter, et qu'on continuera à faire, mais il faut s'interroger là-dessus. Ouais. Alors, il n'y a même pas 24 heures, justement, Yael Braun-Pivet déclarait « La justice n'est pas laxiste, elle n'a jamais été aussi sévère qu'aujourd'hui ». Et Didier Migaud lui répondait « Effectivement, le laxisme de la justice n'existe pas ». Quand vous entendez ça, Evelyne Reber, comment ça vous fait réagir? Moi, je suis extrêmement en colère parce qu'ils se moquent de nous, en fait. Je veux dire, ils se moquent des Français, ils se moquent de... Comment ça, là? C'est... Évidemment que la justice est laxiste, évidemment. Je veux dire que cette personne-là a pris 7 ans. Comment se fait-il qu'il soit remis en liberté au bout de 5 et qu'il soit perdu dans la nature? Mais comment est-ce possible, quoi? Je veux dire, et puis, tous les 4400 QTF, pourquoi ne sont-elles pas exécutées? Je veux dire, on est en danger. Moi, je ne sors plus la nuit, ou je sors accompagnée, parce que c'est pas possible. Un petit vidéo-roman, hein. Ma ville est très petite, mais plus personne ne sort le soir tout seul, quoi. Je veux dire, on se fait agresser, Voilà, j'ai un ami qui s'est fait agresser par 4 Maghrébins et qui s'est vraiment, qui sortait du restaurant de mon fils. Et c'est tous les jours, c'est partout, c'est dans les petits villages maintenant, ça infiltre, de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est envahir, c'est envahir la France. Moi, je n'ai rien contre les migrants qui viennent travailler, je ne suis pas raciste, je ne suis pas, voilà, ceux qui travaillent, c'est parfait, mais ceux qui viennent pour profiter de la gentillesse, des largesses de la France, je ne suis absolument pas d'accord. Ça suffit, il faut arrêter. Il faut, comme Madame Mélanie, fermer les frontières. Et puis il faut que que la police agisse, que la justice soit moins laxiste, effectivement moins laxiste. Moi, j'espère que l'assassin de mon fils va prendre 30 ans, peut-être que je rêve, sans remise de peine, je ne sais pas. Lorsqu'il sortira, de toute façon, je ne serai plus là. Donc, je ne pourrai malheureusement pas l'accueillir, sinon je l'aurais fait, je vous le dis. Voilà. Non, c'est du laxisme pur et simple. Il faut taire tout ce qui se passe. Ils appellent ça des faits divers. Les meurtres qui sont commis, ils appellent ça des faits divers. Mais vous vous rendez compte? Ouais. Mon fils qui est avec son petit, qui va voir ses volets, qui prend 22 coups de couteau, c'est un fait divers, ça? C'est pas possible. Je suis en colère. Vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas imaginer la colère que j'ai. On essaye et on imagine bien que ça n'est même pas à la mesure justement de ce que vous ressentez. Vous l'avez dit, Evelyne, qu'on vous demande de le taire, tout ça, tous ces sentiments que vous éprouvez, toutes ces conclusions que vous tirez, toute cette colère que vous ressentez. Il faut la faire taire. Et justement, au moment donc du meurtre d'Éric Comines récemment, tout le monde a salué le courage de sa veuve qui a osé pointer du doigt la responsabilité de l'État français dans la mort de son époux. Aujourd'hui, il y a une pression quand même du pouvoir politique sur les familles endeuillées pour éviter de faire des vagues, leur éviter justement Tout à fait. Vous l'avez vécu, ça, Evelyne? Non, pas moi. Pas moi, personnellement, non. Je n'ai pas répondu aux appels. Non, absolument pas. D'accord, mais vous avez eu des appels. Pas. Et je ne me tairai pas. Je suis un petit peu comme Patrick Jardin qui se bat. On est très peu, en parents de victimes, à se battre justement pour que ça cesse. Mais on est très peu. Je ne sais pas comment. La douleur qu'on éprouve, je veux dire, est tellement incommensurable. Comment on ne peut pas réagir? C'est pas possible. Pas possible. Hermine, moi, je ne vis pas, je survis. Je suis pas, voilà. Ma vie est finie, moi. Si je suis là, c'est parce que j'ai un second fils que j'adore et que. Oui. Et quand j'ai pris contact avec vous, vous m'avez dit, je survis aussi parce que je veux continuer à lutter pour que mon fils ne tombe pas dans l'oubli.
pour que Julien, non, ne soit pas oublié, jamais. Julien et tous les autres, tous les autres, parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose, ça m'émeut énormément, je veux dire. Je me sens touchée moi-même, quoi, je veux dire. On imagine. Hermine, quand vous entendez cette pression justement qu'on met aux familles pour qu'elles se taisent, ces appels qu'Evelyne a reçus mais qu'elle n'a pas décrochés, ces messages, ces rencontres, on a parfois même le Premier ministre qui va rencontrer les familles ou des mères qui vont leur dire bon bah d'accord c'est bien, même des appels parfois du président qui disent bon bah c'est bien mais en revanche essayez de ne pas faire de vagues, je rehaussis le trait. Comment vous réagissez vous? Moi, je voudrais vraiment saluer le courage de ceux qui ne se taisent pas. Evelyne est l'une de celles avec effectivement Patrick Jardin qui aujourd'hui contre vents et marées parle, ose exprimer sa colère. Je voudrais citer aussi Abel Chenouf-Meyer, qui a été le père d'une des victimes de Mohamed Merah, un des militaires qui a été tué par Mohamed Merah, qui, pareil, de la même manière, avait vraiment exprimé sa colère. Il y avait également, elle ne l'avait pas fait dans les médias, mais il y avait la grand-mère de Timothy Bonnet, qui avait été tuée dans un centre commercial ou une gare, je crois, à côté de Lyon, par un migrant afghan. Il y en a quelques-uns quand même qui résistent. Oui, il y a effectivement des pressions. Nous en avions déjà parlé à l'occasion de Francocide sur votre plateau. Mais en fait, c'est vrai que c'est souvent... et d'ailleurs, on l'avait vu, je pense, avec le meurtre de Matisse. Ce sont souvent les élus locaux qui prennent en charge tout de suite les familles. Ça avait été le maire... dont j'ai oublié le nom, de la ville où Matisse avait été tué, qui avait tout de suite pris en charge la mère, la famille, etc. Et ensuite, ils sont souvent assistés aussi par des avocats qui se proposent ou quoi, et qui sont des avocats militants qui en fait étouffent leur voix, leur font croire qu'ils ne vont pas pouvoir ensuite correctement se défendre contre le tueur ou les tueurs de leurs enfants ou de leurs proches, si en fait ils tiennent un propos un petit peu trop de droite, s'ils s'indignent, s'ils accusent l'État comme l'a fait effectivement la veuve de l'adjudant Comines. Voilà, c'est scandaleux, mais je pense qu'il faut une refonte du système. Et je soutiens vraiment les initiatives comme celle, par exemple, de l'Institut pour la justice, parce que il y a une question migratoire, on l'a vu dans les noms que j'ai cités tout à l'heure, qui aujourd'hui peut dire qu'il n'y a pas de problème. Et Evelyne a tout à fait raison quand elle dit que ce n'est pas un fait divers. De fait, ce n'est pas un fait divers. Un fait divers est une catégorie dans les journaux, notamment de presse locale, mais dans lesquels on met finalement toutes les choses qu'on saurait un peu classer. Qui peut prétendre aujourd'hui qu'on ne peut pas classer ces affaires? Quand je viens à votre micro et que je vous cite 10, 15 des affaires de jeunes hommes tués pour un mauvais regard ou une cigarette refusée, 10 ou 15 parmi des centaines, qui peut prétendre que tout ça est inclassable, que ce ne fait pas partie d'une tendance plus globale? Et aujourd'hui, tout le monde sait cela. Je pense que même les gens de gauche, les gens de partis, les socialistes, etc. Je pense que tout le monde le sait très bien. La plupart des gens mettent en place aussi des stratégies d'évitement, vivent dans des quartiers où ils se sentiront le moins concernés possible. Mais on l'a vu, tout à l'heure, Evelyne disait que ça touchait même les petits villages. Ça touche même les beaux quartiers parce que le fils de Yannick Aleno a été percuté par un chauffard en refus d'obtempérer en plein Paris, dans les beaux quartiers parisiens. Je pense à Claire qui était au micro de votre radio récemment encore pour dénoncer son viol par un Érythréen, il me semble, ou un Centrafricain sous OQTF. C'était dans le 8e arrondissement de Paris, qui sont des très beaux quartiers. Il ne faut pas que nos dirigeants et je dirais les élites un petit peu pensent qu'ils vont être très longtemps épargnés par tout ça. Et d'ailleurs, je le dis, quand on archive les affaires sur French Lives Matter, on se rend compte que de plus en plus, des coins reculés sont touchés, mais également des coins de France, on va dire, qui coûtent beaucoup plus cher et dans lesquels on pourrait, à tort, se sentir très en sécurité. L'endroit où Philippine a été d'ailleurs tuée, en tout cas où elle a disparu, est un quartier plutôt bien famé de Paris. C'est le long du Bois de Boulogne. Il sortait de son école le long du Bois de Boulogne, qui est un endroit
plutôt sécurisé. Donc, oui, il n'y a pas d'échappatoire à ça. Est-ce que vous pensez que si les familles, justement, brisent cette omerta, comme Evelyne tente de le faire, comme la veuve d'Éric Comines a tenté de le faire, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un retournement de situation ? Est-ce que le changement pourrait venir, justement, de ces familles qui se mettent à occuper, justement, mais réellement, l'espace public, la presse, les médias, et qui parviennent à faire entendre leur voix, Hermine, et puis ensuite, Evelyne, je vous proposerai de répondre à la même question. Oui, je pense que c'est très important et je dirais même c'est essentiel parce que malheureusement quand ce genre d'affaires arrive, il y a tout de suite un discours et on l'a vu avec par exemple le tweet de Sandrine Rousseau il y a quelques jours sur le sujet. En fait, la gauche, le centre, même la droite. Dans une certaine mesure, beaucoup de gens très conformistes vont en fait accuser tout de suite de récupération, une accusation en récupération. Euh, la récupération, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire parce que la récupération, en fait, quand un phénomène de société arrive, on a tout à fait le droit en tant que citoyen. Je veux dire, moi, je suis engagée, mais des gens comme Evelyne, à la base, ne le sont pas. Et les gens ont le droit de s'en indigner et de pointer les causes, en l'occurrence le laxisme judiciaire et puis le laxisme migratoire. Encore une nouvelle fois, on le voit avec cette affaire. Donc, effectivement, je pense que c'est important que les familles puissent porter leur voix et dire non, parce qu'il y a un discours, c'est de dire les familles ne sont pas d'accord avec le fait qu'on récupère, etc. Voilà, que des familles comme Evelyne ou comme d'autres disent mais en fait c'est pas une question de récupération et vous n'allez interdire à personne de parler du meurtre de mon fils, de ma fille, de ma sœur, de mon ami. Je pense que c'est très bien. Je cite d'ailleurs aussi Fabienne qui avait été tuée dans le nord de la France et sa belle-sœur était venue témoigner, je crois, chez Éric Zemmour et puis dans les médias aussi. Et voilà, qui avait également un grand courage. Une dame qui avait été tuée d'une manière extrêmement violente par un migrant également. Et voilà, il faut vraiment saluer ce courage. C'est pas facile pour les familles et ça l'est encore moins dans un moment de leur vie qui est certainement le plus atroce en réalité et qu'on ne peut pas imaginer. Evelyne, même question. Donc, est-ce que vous pensez que si les familles, ces nombreuses familles endeuillées et touchées par l'horreur, prennent la parole et choisissent comme vous de faire résonner leur voix et leur douleur et ce qu'elles ressentent et ce qu'elles attendent de l'État français pour que ça ne se reproduise plus, est-ce que vous pensez que ça pourrait changer la donne ? Nous sommes malheureusement pas suffisamment nombreux. Évidemment, moi j'ai essayé avec Éric Zemmour de porter mon petit Julien pour qu'il ne soit pas oublié, effectivement, mais nous sommes peu, donc nous n'avons pas de poids. Justement, je me demande pourquoi les victimes. Moi, je n'ai pas eu de pression. J'ai pas voulu que je fais ce que je veux de toute façon. Hein. Je n'ai peur de rien. Je n'ai plus peur de rien. Donc, je me battrai jusqu'à la fin pour que justement ça cesse. Mais c'est tellement. Ils sont tellement, ils s'en moquent en fait. Je veux dire, ils s'en moquent complètement. À partir du moment où ça ne les touche pas, effectivement. Lorsque Julien est décédé, Monsieur Castaner est venu et avait dit que l'attentat avait été très très bien géré, alors que mon fils était sur le trottoir de 11h du matin jusqu'à 18h le soir, quoi. Ils l'ont laissé par terre. Et lui a dit, ça a été très bien géré. Après, j'en ai discuté avec une personne au placé de la ville qui m'a dit, mais les policiers n'ont pas l'habitude des attentats. Est-ce que vous vous rendez compte Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on m'a répondu, quoi. Ils n'ont pas l'habitude des attentats. Il faut qu'il y ait 4, 5, 6 attentats pour qu'ils se bougent, pour qu'ils arrivent à... Non, je sais pas. Moi, je suis un petit peu désespérée. Je suis avec Eric parce qu'il est tellement dans la vérité et tellement humain, et il aime la France et c'est lui qui a fait un petit peu bouger les choses. C'est le seul qui a fait bouger les choses. J'espère que ça va continuer et qu'un jour, effectivement, la justice, malheureusement, je n'y crois pas trop. Je ne crois pas trop non plus à ces politiciens actuels. Hein. Ce gouvernement qui se crée là ne va pas faire bouger les choses non plus, malheureusement. Donc, nous verrons bien, mais moi, je continuerai à me battre et j'aimerais que tous les parents de victimes qui sont concernés n'aient pas peur. Il n'y a aucune pression à avoir. Je suis désolée, ce sont nos enfants qui ont été tués.
Et il faut les défendre jusqu'au bout. Et voilà. Oui. Vous dites on n'est pas assez nombreux pour ça pour le moment. Quand on écoute la liste qui a été faite par Hermine de tous ces drames, de tous ces meurtres, de tous ces assassinats, on se rend compte que finalement, des familles touchées, il doit y en avoir beaucoup. Des parents, des frères, des sœurs, des enfants, il doit y en avoir énormément. Aujourd'hui, même en dehors des familles, la majorité des Français, on l'a vu, votent plutôt pour que tout ceci s'arrête. Il y a quand même une prise de conscience généralisée. Si ça peut vous mettre du baume au cœur, même Fabien Roussel a fait un tweet récemment en expliquant que justement, Philippine n'aurait jamais dû mourir, que la loi n'avait pas été appliquée. Alors bon, il a oublié de pointer du doigt le fait que c'était un migrant sous OQTF, mais il y a déjà une prise de conscience générale. Est-ce que vous avez espoir qu'au moins les choses aillent dans le bon sens, même si on est encore très loin du but? Il nous reste quelques secondes. Oui, je l'espère. Nous verrons si le gouvernement change, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse réellement à tout ça, parce que ça ne les intéresse pas. Ils essaient au maximum d'éviter d'en parler dans les médias, forcément. Quelquefois, ils sont obligés. Et puis après, les parents, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils n'en font pas plus. Pourquoi je ne sais pas. Je ne comprends pas. Comment on peut perdre un enfant et se taire en disant, par exemple, ce qui a été dit et qui me merde de moi, vous n'aurez pas ma haine, quoi. On tue votre enfant, on n'est pas ma haine. Mais si, moi, il l'a ma haine. Effectivement, il l'a. On va devoir finir là-dessus, malheureusement, mais je pense que ce sont des mots assez justes pour finir cet entretien. Evelyne, merci beaucoup d'avoir été parmi nous, malgré la difficulté que ça doit représenter, malgré la douleur que vous ressentez. Vous dites souvent « je ne suis pas courageuse ». Vous me l'avez dit à plusieurs reprises « je ne suis pas courageuse, je fais ça pour mon fils ». Mais moi, je vous le dis, vous êtes très courageuse. Et on est tous derrière vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Hermine. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de French Lives Matter. Merci pour ce combat. Merci de porter la voix de ces victimes. Et puis, on vous souhaite bien du courage à toutes les deux pour continuer vos combats respectifs.